Bonsoir à tous. À la une de ce journal, rentrée scolaire sur fond de crise sanitaire, les effectifs pléthoriques et le non-respect des mesures barrières qui alimentent de vifs débats dans plusieurs établissements scolaires et révèlent que rien n'a été fait pour garantir la sécurité sanitaire, redoutant les risques de contamination au Covid-19 et faute de moyens financiers, de nombreux parents ont été incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Dans un dossier consacré à cette actualité, vous verrez comment la crise sociopolitique dans les régions anglophones continue de peser sur l'effectivité de la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déjà 2 semaines que le leader du MRC est placé en résidence surveillée de fait sans aucune notification légale. C'est une séquestration, dénonce l'opposition qui déplore le fait que le Cameroun est en train de devenir un État totalitaire. Faux, retorquent les cadres du RDPC qui estiment que le gouvernement respecte les principes de l'état de droit. Le regard croisé des politiques, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons d'abord le cap dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une nouvelle journée déclarée ville morte a été observée. Elle a impacté sur l'effectivité de la rentrée scolaire dans plusieurs villes anglophones où très peu d'élèves sont sortis de leur domicile pour se rendre dans les établissements scolaires. D'autres ont néanmoins bravé ces interdits donnés par des groupes armés séparatistes afin de participer à la première journée de l'année scolaire en 2020-2021. Des précisions avec Eric Fopossi. C'était censé être un jour de reprise des classes pour ce petit garçon. Mais au lieu de cela, il a été trouvé errant dans la rue et tapant dans un ballon de football. Dans le nord-ouest Cameroun, en cette rentrée scolaire 2020-2021, plusieurs rues sont désertes. La faute au mot d'ordre de ville morte observé ici les lundis. Au Progressive College de Bamenda, aucun enseignant, aucun élève ne se trouve sur le campus. Dans les salles de classe, tout se passe de commentaires. Le tableau est tout aussi vide, aucune nouvelle couche de craie. Le boycott est total, même scénario à Sainte-Agnès, aucun élève n'est sur le campus, c'est porte close. À Kumbo, les rues qui auraient pu être animées présentent un visage de citadelle abandonnée. À Ndou, la ville est également calme, personne n'ose pointer son nez dans la rue. Mais quelques personnes soutiennent que des écoles ont ouvert. Timidité, c'est le mot qui traduit le mieux la situation au lycée bilingue de Bamenda. Des élèves sont repérés sur le campus, ils vérifient leur nom. Nous sommes restés longtemps à la maison. J'étais fatigué. Je souhaite venir à l'école pour apprendre. Regardez mon âge, j'ai 14 ans. Le taux de participation à l'école publique des champions et à l'école publique en militaire a également été faible, avec des parents qui ont eu peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais pour ceux qui sont venus, c'est la joie. Être à l'école pour moi, c'est avec beaucoup de joie. Je suis très ravi d'être là à l'école, après être resté longtemps à la maison. Le directeur de l'école publique francophone camp militaire affirme que ce jour de rentrée est synonyme de travail. Les élèves sont très contents de revenir à l'école et rencontrer leurs camarades. Ils sont restés à la maison plus de 7 mois. Over 7 months. So they are really excited to come to school and the teachers are also ready. Au-delà de la crise anglophone, l'épidémie de Covid-19 n'est pas à oublier. Les mesures de prévention prescrites par le gouvernement sont respectées dans la plupart des écoles.
Dans le département du Ndonga-Mantung, l'on note tout de même une forte affluence des élèves pour le premier jour de l'année scolaire 2020-2021. Dans le sud-ouest, à Limbé, les écoles étaient presque vides, à l'exception des personnels enseignants et administratifs. À Mundemba, chef-lieu du département du Ndian, il est plutôt question de sensibilisation pour permettre au plus grand nombre d'élèves de retrouver le chemin de l'école. Globalement, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la rentrée scolaire a été timide. Région du centre, rentrée scolaire effective en présence du ministre des enseignements secondaires. Pauline Alova-Nyanga est allée vérifier l'effectivité des mesures barrières, également le respect de la distanciation sociale. Dans plusieurs campus scolaires publics, des prescriptions ont été faites aux différents chefs d'établissement. Reportage Gizogo. C'est en Balmayo, le chef-lieu du département d'Union Esso, que la ministre des enseignements secondaires a lancé l'année scolaire 2020-2021. 5 établissements ont ainsi été passés au peigne fin. À l'Eniège de la ville, dans l'une des salles, un seul élève répond présent. Au lycée bilingue d'Oyak, l'allure de l'établissement ne paye pas de mine. Dans les salles de classe, l'eau stagne. Le plafond est dans un état calamiteux. La ministre s'agace. You have been here only 1 year, so I understand. But you must put your reparation plans so that things like this, you should be able to do these roofs in 1 year. Yes, it is not good. Et rien n'y fait, l'état de la cour de cet établissement satisfait encore peu la ministre qui se désole de l'absence de gazon et de la gadoue dans laquelle enseignants et élèves doivent patauger. Au lycée technique de Balmayo, l'un des 2 que compte la ville, enfin des félicitations dans cette avalanche de critiques. La ministre se félicite de ce que les bancs de la salle d'informatique soient l'œuvre des élèves. Oui, bien sûr, mais ce sont des Mais il y a mieux au collège 5 heures de Marie, pour lequel la ministre s'enthousiasme. And I'm happy with what I saw. I keep quoting the example of the Sacred Heart College. I think that it's a great, beautiful college. I've seen the classrooms and I have seen where the boarders are living. Not only do they have good quarters, they equally have space for recreation for these students. It is a wonderful idea. So they are quite ready for the bilingualism of the future. Au total, le ministère des enseignements secondaires estime être sur la bonne voie en ce début d'année scolaire. La vie reprend dans les établissements, la vie reprend même dans notre cité. Les enfants sont enthousiastes, la distanciation est respectée, les enfants ne sont pas à plus de 50 dans les salles de classe. Ça permet que l'éducation que nous allons donner à ces enfants soit de meilleure qualité en termes d'encadrement. L'autre chose, l'autre défi, c'est la coopération avec les parents pour qu'ils puissent, dans les villes où les enfants auront la mi-temps, suivre les enfants pour l'école à travers la télévision ou par leur laptop. Cela aussi avec une note légère à l'image de ce sac particulier au lycée technique de Newton qui en a fait sourire plus d'un. Dans la région de l'Ouest, les effectifs pléthoriques et également le non-respect des mesures barrières sont décriés sur plusieurs campus scolaires où presque rien n'a été fait pour garantir la sécurité sanitaire des enfants. C'est le constat que fait le gouverneur de l'Ouest. Il a également interpellé plusieurs chefs d'établissements scolaires et de nombreux élèves ont brillé par leur absence en ce jour de rentrée scolaire de l'année 2020-2021. Évocation avec Leclerc Tsakem. Les disciples de Charlemagne ont renoué dans la région de l'Ouest avec leur exercice quotidien. Cette nouvelle année scolaire démarre dans un contexte particulier. Covid-19 oblige. Les nouvelles habitudes entrent dans le quotidien des élèves. Masques, gel hydroalcoolique,
distanciation sociale. En faisant le tour du propriété dans les Bamboutos, le gouverneur de la région de l'Ouest est obligé d'interpeller certains chefs d'établissement sur les effectifs pléthoriques, le non-port de masque, entre autres. À la fin de cette première journée d'un élève pas comme les autres, un constat se dégage. La rentrée scolaire est effective dans l'ensemble, dans la région de l'Ouest. Il y a des retardataires, mais on reste convaincus qu'ils vont prendre le relais à partir de demain. En ce qui concerne l'essentiel qui sont les mesures de barrière, dans l'ensemble, d'abord, les élèves sont conscients et les enseignants, les responsables des établissements sont en train de prendre les dispositions sécuritaires et sanitaires pour pouvoir bien aborder l'année académique qui commence. Dans les départements de l'Aminois et du Conquis, les chefs d'établissement ont mis en exergue le respect scrupuleux des mesures barrières contre la pandémie, la coronavirus et le respect du règlement intérieur malgré la négligence de quelques apprenants qui se croiraient encore en congé. Concernant le coronavirus, on est en train de prendre les dispositions parce que beaucoup d'enfants ce matin n'avaient pas de cache-nez. Alors ils ont oublié que à tout moment ils doivent avoir ça au sein du campus et dans les salles de classe. Alors c'est la sensibilisation que nous avons pu faire depuis le matin. Bon, nous sommes conscients du fait que les résultats n'ont pas été bons cette année, du fait de la Covid-19. Vraiment, nous en sommes conscients et il est question pour nous maintenant de trouver des stratégies pour amener les élèves là à se mettre au travail de façon à remonter la pente. Ce n'était qu'un faux pas et nous estimons que l'an prochain nous allons non seulement notre établissement mais la main noire va reprendre sa place d'antan, c'est-à-dire que nous serons parmi les meilleurs. Conscients de la mauvaise prestation de leurs encadrés lors des derniers examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun, de nouveaux défis sont pris dès ce premier jour de rentrée. Cette reprise des cours a permis de mesurer les difficultés d'accès à certains établissements scolaires publics à Douala, des lycées construits dans des zones où aucun aménagement des voies d'accès n'a été fait pour faciliter la mobilité de la communauté éducative. À cette difficulté s'ajoute également le déficit infrastructurel dans le secteur de l'éducation primaire. Reportage signé Ekwa Claude, Josiane Gok et Donald Brice Kamgan. Une route comme il y en a dans des localités agricoles enclavées du Cameroun. Cette voie mène bien pourtant dans un lycée de référence de Douala, le lycée bilingue de Nilon-Dorpassi dans le 3e arrondissement. Dans cette voie boueuse, ils se démènent comme ils peuvent, nos chers élèves, en ce premier jour de reprise pour accéder au campus. Chacun est obligé de se débrouiller comme il peut. Et ça, c'est au dépend des élèves qui vont peut-être se casser les pieds, je ne sais pas, tout ce temps-ci, sur cette mauvaise route qui est vraiment impraticable. Lorsqu'il n'y a pas d'accident, la conséquence directe, c'est le retard pour bon nombre. C'est ainsi que l'école a repris. En tout cas, l'établissement de 3900 élèves environ ne reçoit ce matin que ceux des classes intermédiaires, soit un peu plus de 2500 apprenants, mi-temps oblige. L'institution de la mi-temps qui nécessitera un nombre un peu plus important d'enseignants, il en faudra encore autour d'une trentaine vacataires dans cet établissement scolaire d'enseignement secondaire pour couvrir la demande en termes d'enseignants au lycée bilingue de Nilon-Dorpassi. Les besoins supplémentaires en enseignants compléteront les 89 enseignants permanents du lycée. Les responsables de l'établissement sont très optimistes. À la rentrée, il faut qu'ils soient sensibilisés au maximum. Déjà, en ce qui concerne les nouvelles mesures liées à la pandémie du Covid-19. Deuxième arrêt, Mbanga Pongo. La route ici, c'est aussi la mer à boire en ce premier jour de classe. Malgré tout, le tout nouveau lycée bilingue fait ses classes. Les vacataires, cette année-ci, la commission des parents d'élèves a signé pour écouter les vacataires. Déjà qu'il fallait un peu plus de vacataires cette année par rapport au stade divisé. L'année dernière, nous étions 14 vacataires. Cette année-ci, nous sommes à 21 vacataires. L'école publique bilingue avec ses 4 salles de classe en planche affiche ses anciens nouveaux habits. Le bureau du directeur est là, se disputant l'espace avec les salles de classe voisines. L'établissement a souvent eu 200 apprenants,
Une vingtaine sont présents ce premier jour. Certes, nous avons aussi porté, ça a été vraiment un sérieux coup pour nous par rapport aux infrastructures. Mais sinon, c'est parce que, comme je disais tantôt, nous avons un gigantesque projet de cet établissement. Après un récent reportage d'Equinox Télévision, une élite de la place a rénové en planche cet établissement public, la seule école publique bilingue du département du Vouri. Des bienfaiteurs que l'État utilise comme béquille depuis 2017, date de sa création. Parlons à présent de l'expérimentation du système de mi-temps scolaire dans les lycées situés dans le 4e arrondissement de Douala. Vous verrez comment il y a des difficultés que rencontrent les chefs d'établissement et les différents censeurs chargés d'organiser les enseignements durant l'année scolaire 2020-2021. Équation difficile à résoudre au regard des effectifs importants et l'insuffisance d'enseignants dans les lycées dans la capitale économique du Cameroun. Des précisions avec Robert Mokobe et Jean-Paul Chouniat. Au premier jour de classe de la nouvelle année scolaire, des chefs d'établissement publics refusent de s'exprimer, même à demi-mot, sur leur embarras à gérer l'équation à mille inconnus du système de mi-temps décidé par le gouvernement en vue de contenir une éventuelle résurgence du coronavirus. Maintenant, nous allons faire la mi-temps, c'est-à-dire ceux qui vont venir le matin. Les cours commencent à 7h30, ce qui veut dire que vous devrez être au portail autour de 7h. Au lycée bilingue de Sodiko, comme dans bien d'autres dans l'arrondissement de Douala 4e, la machine de la mi-temps va tourner à plein régime, rassure-t-on. C'est une mutation, on n'était pas habitué à fonctionner de cette façon-là. Mais je pense que au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va essayer un peu de faire des modifications et des ajustements qui vont s'imposer. Si dans presque tous les lycées d'enseignement général et technique, l'on envisage une mise en place aisée de la mi-temps, dans les établissements privés, l'application du système a un sérieux prix à payer pour le recrutement des enseignants. À l'Institut secondaire technique de Bonabéry, l'effectif des enseignants a pris du volume. On est quitté de 60 enseignants. Nous sommes maintenant dans le 95 comme ça. Et jusqu'à là, il y a certaines matières qui demandent encore qu'on augmente les enseignants. C'est une difficulté qu'on a constatée ce matin. Dans les établissements publics comme privés, le respect des mesures barrières et de rigueur, dispositif de lavage de mains en place, cache-nez exigé, préalable à tout accès dans les enceintes scolaires. On a 24 élèves bien distancés par dortoir. And the social distancing in the classroom too as well by the government prescription. Par salle de classe, l'effectif oscille entre 50 et 55 élèves. Some have 50 students, so we are trying to make a balance. En dépit de toutes ces mesures, font remarquer des chefs d'établissement, de nombreux parents traînent à inscrire leurs enfants, redoutant l'investissement à perte, des frais de pension comme l'année dernière. Comme on a arrêté le cours brusquement, peut-être ça peut encore arriver cette année. Donc, ils s'inquiètent, on connaît, on comprend, mais au fur et à mesure que le cours continue, on espère beaucoup qu'ils vont payer, parce que je suis sûr que jusqu'à l'année finie, les cours vont continuer. Pour cette année, les élèves venus des deux régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest pourraient davantage augmenter au regard des effectifs sans cesse croissants enregistrés au cours des 3 dernières années. Le train de la rentrée scolaire 2020-2021 vient donc de quitter la gare en direction du premier trimestre dans un système de mi-temps imposé par la pandémie Covid-19. L'on saura d'ici la fin du premier trimestre si le voyage scolaire s'est déroulé sans aucun incident de parcours. Robert Mokoube et Jean-Paul Chouniat dans un des wagons de la rentrée scolaire. Ils sont nombreux des élèves qui ont manqué ce train de la rentrée scolaire à l'extrême nord du Cameroun, faute de moyens financiers, redoutant des risques élevés à la contamination du Covid-19. De nombreux parents ont été incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Dans les établissements scolaires, ils ont brillé par leur absence. D'autres structures ont eu du mal à faire respecter les mesures barrières. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Nadine Yambou dans ce reportage. À l'extrême nord du Cameroun, c'est une reprise des cours sous haute surveillance policière, mais timide comme ici à l'école bilingue de Funagé à Maroua. Des salles de classe sont vides,
Ailleurs, 2 ou juste 3 élèves ont répondu à l'appel du 5 octobre, jour de rentrée scolaire. De nombreux parents, sans moyens financiers pour inscrire leur progéniture ou encore redoutant des risques de contamination au coronavirus, ont choisi de laisser leurs enfants à la maison. Beaucoup de personnes ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Même dans notre quartier, plusieurs parents n'ont pas voulu envoyer leurs enfants à l'école. Donc, nous sommes venus inscrire nos enfants pour ne pas rater cette année scolaire. Même dans certaines écoles, nous sommes allés, il n'y avait personne à part les enseignants. C'est vrai que certains parents aussi n'ont pas les moyens pour inscrire leurs enfants à l'école. Et puis le directeur de l'école devait au moins accepter en attendant que ses parents viennent verser par tranche. À l'école publique de Dougaï, tout comme à l'annexe bilingue, les élèves sont bien présents dans les salles de classe sans aucune mesure de distanciation sociale visible. Encore moins le port du masque. Les encadreurs promettent d'être plus exigeants dans les prochains jours. Le port du cache-nez est exigé, mais pour l'instant nous ne faisons qu'accueillir. Si on dit sans cache-nez, ça veut dire que personne n'entrerait, n'est-ce pas, dans l'enceinte de notre établissement. Donc maintenant, quand nous allons donc entrer dans les salles de classe, nous allons commencer donc à dire cela aux élèves pour que, à partir de demain, qu'ils viennent déjà avec leur cache-nez. Ce que le gouvernement a dit, on doit installer ça à 100%. On va assurer que tous les enfants qui entrent en classe aient porté leur cache-nez. Dans les lycées et collèges, les mesures barrières sont en place. Prise de température, port du masque, c'est le passage obligé. C'est donc une rentrée timide ici à Marois, à l'extrême nord. D'ici là, on saura si le train de la rentrée est véritablement sur les rails. En bref, à présent, le déraillement d'un train marchandises survenu cet après-midi, non loin de la brigade territoriale de gendarmerie située à Ezeka, dans le Nyang-Ekele. De nombreuses billes de bois ont été projetées à plusieurs mètres du chemin de fer. Les rails ont été endommagés. Plusieurs infrastructures transportant ces billes de bois se sont retrouvées dans la broussaille. Aucune perte en vie humaine signalée. L'origine de l'incident reste inconnue. La commune d'Ezeka révèle que le chemin de fer est hors service. Dans un communiqué, la direction générale de Camrail reconnaît que l'incident a conduit à la dégradation importante de la voie ferrée sur une distance de 400 mètres. Cependant, Camrail précise que cet incident n'a eu aucun impact sur la circulation des trains voyageurs ce lundi. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour rétablir au plus tôt les circulations et une enquête interne est ouverte, annonce Camrail, afin de déterminer les causes ayant conduit à la survenance de l'incident, précise la direction générale du transporteur ferroviaire. Qu'est-ce qui explique la mise en résidence surveillée d'un leader politique de l'opposition au Cameroun sans aucune notification légale? Ses partisans dénoncent une séquestration illégale qui fait du Cameroun un État totalitaire. Le SDF renchérit et déplore un système de démocrature en vigueur au Cameroun. Les cadres du RDPC retorquent en estimant que le gouvernement respecte les principes de droit, mais brandit la puissance publique face aux velléités d'insurrection observées au Cameroun. Mais dans quel cadre? Les acteurs politiques s'expriment dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Je vous parlais donc de ces réactions des différents leaders politiques, ceux du SDF, du MRC et du parti au pouvoir. Ils s'expriment sur la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plusieurs d'entre eux ont été traduits devant le tribunal militaire pour insurrection, pour également actes de rébellion et actes de terrorisme. Leur leader fait l'objet d'une mise en résidence surveillée de fait. Pour lui, c'est une séquestration. Quel est le regard de la classe politique? Élément de réponse avec Flavien Valondongo. Nous y reviendrons. Vous le savez, cela fait déjà 3 ans que la CEMAC est sous ajustement structurel et budgétaire et elle peine à sortir de la zone rouge. Les réformes économiques piétinent, les différents États peinent à respecter les règles communautaires en matière de transparence lors de l'élaboration et l'exécution des budgets.
Très peu se soucient de la nécessité d'apurer la dette intérieure afin de renflouer les caisses des entreprises nationales. Il est également question de tracasseries policières décriées le long des corridors. Dans un tel contexte, ces multiples entraves pourraient être une tâche à l'amélioration du climat des affaires. Comment juguler ce problème? Je vous invite à suivre le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, le professeur Michel Cyr Djinawembu, égrène les difficultés que rencontre la CEMAC à mettre en œuvre ces différentes réformes. Il s'exprime en marge d'un forum international sur le financement des infrastructures qui se tient en France. Mais il convient de préciser que les actions engagées doivent être poursuivies pour consolider les acquis obtenus depuis 3 années d'ajustement que subissent nos pays. Des mesures importantes, dont certaines sont pourtant inscrites dans le PREP-CEMAC avec un calendrier précis de réalisation, n'ont pas été mises en œuvre par les États ou les institutions communautaires concernées, ou alors ont fait l'objet d'une exécution lente et insuffisante au regard des objectifs fixés. Quelles sont ces mesures? Ces mesures sont ces points concernent la priorité à accorder à l'amélioration des recettes budgétaires non pétrolières, plutôt qu'à la diminution des dépenses publiques. Deuxièmement, la poursuite de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Troisièmement, le renforcement de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Ensuite, la priorité à accorder au financement du secteur privé, en particulier au remboursement de la dette intérieure et au paiement des arriérés dus aux PME et aux PMI. Il y a eu beaucoup de lenteur. La transformation locale des ressources naturelles et le développement des chaînes de valeur. L'accélération de l'intégration physique et commerciale, c'est-à-dire les mesures que l'on devait prendre pour lever les barrières physiques, pour lever les barrières juridiques au commerce, pour enlever les contrôles pirates sur nos routes, des contrôles parfois illégaux, des contrôles que parfois l'autorité administrative ne connaît même pas et qui se répercutent sur les prix, pour faire en sorte qu'on sache que dans le pays, c'est tous les 80 km qu'il y a un contrôle, pas un contrôle après 20 km, l'autre après 80 km, et aussi pour créer des postes mixtes. Ce processus n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi? L'avantage des postes mixtes, c'est que dans le même poste, on a la police, la gendarmerie, la douane et tout le monde. Au lieu qu'à chaque bout de champ, vous soyez obligé de... Dans mon pays, on parle de mange-mille, je ne sais pas ce qu'on dit ici. Ensuite, il y a donc le renforcement de la transparence et la rigueur dans les procédures relatives à la programmation des investissements publics. Programmer des investissements publics sur des critères rigoureux et économiques, pas seulement sur des critères politiques, et à la sélection et à l'exécution des projets. Donc, les actions restantes du PREF en 2020 représentent 38,6%. Et à l'occasion du Forum international sur le financement des infrastructures, la délégation de la CEMAC y prend part. Elle a dévoilé ses besoins pour la construction de 10 projets intégrateurs en Afrique centrale. Selon le ministre congolais chargé de l'économie, Gilbert Ondongo, président du comité de pilotage du PREF-CEMAC, la zone Afrique centrale a besoin de 1400 milliards de francs CFA pour financer ces 10 projets intégrateurs. Elle compte mobiliser ces fonds durant une table ronde des bailleurs de fonds. Et en prélude à cet événement, le président du comité de pilotage du PREF-CEMAC et une délégation des experts de la CEMAC ont saisi l'opportunité de ce forum international qui se tient en France pour organiser des rencontres avec des hommes d'affaires, des banquiers, des investisseurs, afin de leur présenter les différents projets intégrateurs en Afrique centrale, des projets qui nécessitent des financements de l'ordre de 1400 milliards de francs CFA. Je vous invite à suivre à présent le président du comité de pilotage du PREF-CEMAC, le ministre congolais Gilbert Ondongo. Merci de nous donner la possibilité de dire pourquoi nous sommes venus. Pour nous, c'était fondamental, tout simplement parce que, comme vous le savez, nous avons ensemble retenu 12 projets intégrateurs au départ. Nous en sommes à 10 parce que 2 autres ont déjà trouvé des financements. C'est un choix des chefs d'État, des 6 chefs d'État.
Et c'était pour faire avancer l'intégration physique et commerciale de notre sous-région. Il se trouve que c'est évalué à un peu plus de 4 milliards d'euros que nous n'avons pas. Nous sommes obligés de les chercher. Il faut les chercher où? Il faut les chercher là où on peut les trouver. Et ici en Europe, il y a sans doute des investisseurs qui pourraient être intéressés. Nous sommes venus pour leur dire, voici nos ambitions. Voici le coût de nos ambitions. Voici ce que nous avons déjà pu mobiliser. Est-ce que ça vous intéresserait de nous accompagner dans cette histoire? Nous vous donnons toutes les garanties nécessaires pour que vous ne fassiez pas des mauvais investissements dans notre sous-région. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et vos impressions des premiers contacts que vous avez avec les investisseurs? Ça s'est bien passé, mais le plus important, ce n'est pas le sourire entre nous, l'accueil ou la bienséance ou la bienveillance. Non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les décisions se prennent par la suite, qu'ils viennent, qu'on discute et que se mettent en place les financements pour nos projets. Dernière question. Vous venez de suivre Gilbert Ondongo, ministre congolais chargé de l'économie. Il est le président du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Il conduit une délégation qui se trouve en France afin de mobiliser les investisseurs sur le financement de 10 projets intégrateurs en Afrique centrale. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun, qui est très sensible aux questions d'éducation des enfants camerounais. Elle vient de signer un partenariat avec le ministère de l'Éducation chargé de l'éducation de base afin de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions d'éducation des enfants au Cameroun. Les axes de ce partenariat sont présentés dans ce reportage. Orange. La Fondation Orange et le gouvernement main dans la main pour une rentrée scolaire réussie au Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile vient de conclure un accord avec les pouvoirs publics dont le but est de favoriser l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, notamment dans le secteur de l'éducation de base. La Fondation Orange Cameroun participe depuis plus de 10 ans à des programmes d'accompagnement de l'éducation. L'accord que nous signons avec le ministère de l'enseignement de base est vraiment un engagement du cœur de la Fondation pour aider les jeunes, pour aider le futur du pays, qu'ils soient localisés dans les grandes villes, mais aussi dans les régions les plus lointaines. La Fondation Orange veut s'assurer que tous les enfants au Cameroun ont accès à une éducation de qualité. À travers les programmes Village Orange, Orange Cameroun a déjà permis à près de 2500 jeunes apprenants de certaines localités de bénéficier d'établissements scolaires de qualité, dotés notamment de salles de classe décentes, de tables bancs adéquats, d'eau potable, de latrines séparées pour filles et garçons, entre autres. Mais jusque-là, le cadre juridique devant régir les réalisations d'Orange Cameroun dans le secteur de l'éducation n'était pas clairement défini. La signature de la convention, puis l'échange de parapheurs vient formaliser l'accord de partenariat entre la Fondation Orange et le ministère de l'Éducation de base. Orange Cameroun a agi depuis des années avec ses actions marquantes, sans un cadre formel. Aujourd'hui, en signant cette convention de partenariat, nous sommes en train de formaliser ce cadre et nos partenaires s'engagent à faire toutes ces activités sur une programmation, un encadrement bien précis. Et nous sommes heureux de citer Orange Cameroun parmi les entreprises citoyennes qui, aux côtés du gouvernement, œuvrent dans presque tous les secteurs. Le cadre juridique ainsi défini, la Fondation Orange veut se déployer davantage. Des actions d'envergure sont annoncées afin d'améliorer les conditions de formation des écoliers. Il y a 2 actions qui sont très prochaines. Le 15 octobre, nous avons rétrocédé dans le nord, l'extrême nord, un village qui a été reconstruit par Orange et on est très content de pouvoir le mettre à disposition. Et nous avons pris la décision d'offrir 500 bourses pour des jeunes dans les 10 régions. Ces bourses vont leur permettre de payer à la fois les livres, de payer le matériel et de payer les frais. Aux côtés du ministère de l'Éducation de base, la Fondation Orange consolide son engagement à soutenir et accompagner la communauté éducative camerounaise, en apportant notamment des solutions concrètes aux problématiques qui relèvent de l'accès au savoir de cette catégorie précieuse que sont les élèves. Orange.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Rentrée scolaire 2020-2021, l'année scolaire 2020-2021, le ministre des enseignements secondaires était dans l'Union ESSO. Elle a constaté, vous l'avez vu, comment les infrastructures scolaires, certaines de ces infrastructures sont dans un piteux état. Les conditions d'encadrement des élèves dans certains lycées laissaient à désirer. Les campus scolaires sont loin d'être un cadre idéal pour l'épanouissement des élèves. Elle a tensé les différents responsables afin que ces conditions d'encadrement des élèves soient améliorées. Elle a pu constater également le génie créateur de certains élèves inscrits dans des filières techniques qui ont pu concevoir des matériels qui leur permettent d'être utilisés durant les cours. Et aussi, elle a pu voir qu'il y a quelques manquements dans le respect des mesures barrières dans plusieurs lycées du côté d'Union ESSO dans la région du centre. C'est Alain. Rentrée scolaire 2020, beaucoup de salles vides dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez constaté à travers ces images édifiantes sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs écoles sont restées vides. Presque aucun élève ne s'est rendu dans son établissement scolaire dans les principales villes des régions anglophones. C'était une journée déclarée ville morte, une nouvelle journée encore. Certes, dans plusieurs autres départements, on a vu quelques élèves qui souhaitent retourner à l'école, mais les conditions d'insécurité ne rassurent pas encore les parents qui préfèrent maintenir les enfants à l'école. D'autres sont déjà à Douala, comme vous avez pu le voir dans un reportage réalisé dans le 4e arrondissement, là où les effectifs ont pratiquement quadruplé en 3 ans, dans plusieurs lycées et collèges. Ce sont essentiellement des enfants déplacés des régions du nord-ouest et sud-ouest qui redoutent l'escalade des violences meurtrières dans ces régions anglophones. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Nouffet. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite, Equinox Soir.